Nous avons vraiment l'honneur et le privilège d'accueillir Florian Gomet, que vous ne connaissez peut-être pas, qui a fait plusieurs exploits durant ces dernières 5 ou 6 années, qui a notamment été le premier à traverser l'Amérique du Nord en période hivernale en 2015-2016, qui a fait une marche sans manger pendant 14 jours en août 2018, qui a ensuite traversé l'Europe sans chaussures, sans argent, sans vêtements, non. Sans vêtements, oui. Sans papier durant l'été 2020 et qui s'apprête à faire une marche du vivant en Corse en septembre cette année. Il mange vivant. Comme vous le savez, vivant, c'est végétal et cru. Et il va nous raconter ses péripéties. Je précise aussi qu'il est anciennement prof de maths, comme moi, qui serai bientôt anciennement prof de maths, comme vous l'avez compris. Alors, aujourd'hui, mon humeur, elle est plutôt joyeuse et occupée. J'ai passé toute la journée dehors à m'occuper de mon verger. Ça faisait un moment que j'avais pas passé autant de temps dehors et ça m'a fait beaucoup de bien de me reconnecter à la terre et de prendre le soleil. Et sinon, je reviens d'une semaine. Ça fait une semaine que je suis revenu du Pérou. J'ai passé un mois là-bas. Et comme Tal Chaleur, je suis allé à la rencontre de certains chamans pour apprendre à utiliser une purge qui s'appelle le Kambo et qui permet de nettoyer le corps. Donc, c'est pour ceux qui connaissent Irène Grosjean et l'hygiénisme avec les purges. Donc, vous savez qu'on peut faire sortir les acides et les cols, ces deux types de poisons qui encombrent nos humeurs et nous rendent susceptibles d'être malades parce qu'on qualifie de mauvais microbes qui sont pas mauvais en soi, mais qui viennent nettoyer le corps quand il y a des choses à nettoyer. Et donc, la solution pour moi, pour ceux qui veulent sortir de la peur d'être malade, la peur de mourir d'une maladie, voilà, c'est de prendre soin de sa santé, de développer son système immunitaire et de nettoyer son terrain. Voilà. Pour moi, ça, c'est l'avenir et c'est pour ça que je suis allé me former au Pérou. Donc, je suis vraiment très reconnaissant d'avoir eu cette opportunité de voyager dans une période où c'est compliqué et voilà, d'avoir pu profiter de cette fenêtre de liberté pour aller apprendre quelque chose des savoirs ancestraux des Péruviens. Et là, prochainement, dans quelques jours, j'organise avec Florence des stages de reconnexion à la vie où on apprend aux personnes qui souhaitent changer d'hygiène de vie, une nouvelle manière de s'alimenter, une nouvelle manière de vivre, de prendre de nouvelles habitudes pour concilier à la fois la bonne santé, la joie et donner du sens à sa vie. Donc voilà pourquoi ma semaine a été extrêmement occupée entre un retour de voyage et la préparation de 2 stages qui arrivent. Mais voilà, quand on fait ce qu'on aime et pour lequel on donne du sens, eh bien l'énergie arrive et même si on dort pas beaucoup et qu'on travaille toute la journée, eh bien on fait quand même son travail voilà, dans la joie et la bonne humeur. J'ai commencé les expéditions il y a environ 12 ans et à cette période-là, déjà pour moi la société telle qu'on vivait dedans, elle avait absolument aucun sens et donc pour moi ça fait déjà un moment que je remets tout ça en question. Sauf que voilà, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, de quel outil pouvait m'aider. Et c'est simplement les livres d'aventuriers qui me procuraient une sorte d'espoir, de lumière. Et donc pour moi, la seule issue de secours, j'ai envie de dire, c'était de me reconnecter à la nature et d'aller dans les endroits où elle est vierge, autant que faire se peut, et où il y a très peu d'êtres humains. Voilà. J'ai compris a posteriori que c'était vraiment une manière de me reconnecter en m'éloignant le plus possible de la société, en me rapprochant le plus possible de la nature et de moi-même. Et ce qui me motivait aussi dans ces voyages, c'était pas seulement cette déconnexion avec la société, puis à essayer d'aller trouver autre chose qui allait donner du sens à ma vie. C'était aussi un côté de dépassement de soi qui, à chaque année, me motivait pour aller faire une expédition un petit peu plus difficile que la fois précédente. Et puis, à force de mettre la barre un petit peu plus haut, il s'est trouvé que ces 3 dernières années, j'ai eu la chance de pouvoir faire 3 premières mondiales
La première, c'est la traversée intégrale de l'Amérique du Nord, du point le plus à l'est jusqu'au point le plus à l'ouest, par moyen non motorisé, 12 000 km à vélo, à pied, à ski et en kayak. Donc c'est une traversée qui avait été jamais faite intégrale de ces deux extrêmes. Et la première mondiale, c'est d'avoir traversé une chaîne de montagnes qui s'appelle les monts Mackenzie, que j'ai traversé l'hiver, sans moyen motorisé et en solitaire, 600 km par moins 40 degrés au plus froid. Une traversée que j'ai faite en mangeant que des fruits et des légumes. Ce qui prouve que même dans les zones froides, voilà, on peut très bien, le corps peut parfaitement s'adapter avec l'alimentation vivante. La deuxième expédition que j'ai faite 2 ans plus tard, qui m'a valu aussi une première mondiale, je suis retourné au même endroit, c'est Mont Mackenzie, et je les ai traversés l'été à la belle saison cette fois, mais sans manger. Ce qui a fait l'objet d'un documentaire de Damien Artero qui s'appelle La Marche enfin, qui est un documentaire qui est avant tout sur le jeûne et qui retrace aussi mon parcours. Et puis la dernière expédition, c'est un petit peu l'aboutissement de 12 ans de voyage. Ce que j'ai découvert en fait à travers chacun de ces voyages, c'est à quel point je pouvais faire confiance en l'humain, en la vie en général et en moi-même, et que plus je m'engageais dans ces voyages-là, et aussi mieux je m'alimentais et meilleure était mon hygiène de vie, et plus mon intuition était forte. Et je recevais des messages de mon intuition qui me permettaient parfois de sauver ma vie, parfois de rencontrer les bonnes personnes ou de passer là où il fallait passer. Et sans ces messages qui venaient de nulle part, en apparence, jamais j'aurais pu réaliser toutes ces expéditions. Je vais vous donner un exemple de ce genre d'intuition qui ne peut vraiment pas être imputée au hasard. C'est lors de ma première mondiale, quand j'ai traversé les monts Mackenzie l'hiver. Il y avait 600 km à traverser et je tirais une petite luge et elle était complètement pleine et je savais que j'avais pas assez de nourriture. Donc, je connais aucun et sur ces 600 km, il n'y a pas une âme qui vive, il n'y a pas de village, il n'y a rien. À part quelques cabanes de chasseurs, dont on verra pourquoi je les cite. Et donc, je pense qu'aucun aventurier, a priori, ne s'engagerait dans une expédition comme ça en sachant qu'il a pas assez de nourriture. Il m'en manquait pas un petit peu, il m'en manquait un bon tiers. Et donc, il aurait été raisonnable que je dise bah non, je peux pas y aller. Et là, moi, j'avais une forte intuition qui m'a pris aux tripes et qui m'a dit fonce, vas-y, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Et je suis ému en racontant ça parce que c'était tellement fort. Et donc, je fais confiance à mon intuition que j'apprends à suivre de plus en plus. Et malgré cet acte inconsidéré de partir en n'ayant pas assez de nourriture, j'y vais quand même. Et j'arrive à peu près à la moitié du parcours. Et puis, j'avance plus lentement que prévu. Et donc, j'arrive à court de provisions plus vite que prévu. Il me reste plus que quelques journées pour manger. Et là, je suis vraiment désespéré parce que je me dis, bah en fait, je me suis complètement planté. Moi, mon idée, c'est que si mon intuition me disait d'aller vite, c'est parce que de partir quand même, c'est que j'allais aller plus vite que prévu ou je sais pas quoi. Et en fait, pas du tout. Je vais plus lentement que prévu. Et là, je me retrouve au milieu de la montagne. J'avance plus que de 5 km par jour seulement parce que je suis dans 1 mètre de poudreuse qui font que je peux quasiment plus avancer. Voilà. Donc, je fais 5 km par jour en marchant quasiment 10 heures dans la journée au prix de grands efforts. Et là, je suis complètement désespéré. Je pense que je vais mourir. Et donc, je perds la foi, puis je trouve quand même l'énergie de finir une journée parce qu'il y a une cabane qui est sur ma carte. Puis je me dis, bon, on sait jamais. C'est une cabane pour les chasseurs l'été. Je pensais qu'elle était fermée. Je vais quand même ouvrir la porte. Et là, j'ouvre la porte. Et en fait, il y a 1 mois de réserve de provisions de nourriture. Oh là là. Qui me permet de continuer mon voyage et de le mener à bien. Voilà. Et au cours de ces 10 premières années d'expédition, en fait, ce genre de coïncidence, ce genre d'intuition arrivait de plus en plus fréquemment et de manière de plus en plus improbable. Si bien que pendant ce voyage, je me suis dit, enfin, il y a une voix que j'ai entendue qui m'a dit, maintenant, tu n'as plus besoin de rien pour voyager, tu trouveras tout sur ton chemin.
Donc ça, c'était en 2016. Et donc, quand je suis rentré chez moi après ce voyage-là, je me suis dit, mon prochain grand voyage, ça va être un voyage où je vais partir sans rien du tout. Voilà. Ni même de chaussures, pas d'argent, pas d'équipement, pas de papier, rien du tout. Donc, pour me préparer, c'est pour ça que je suis retourné dans ces montagnes en 2018 faire la marche sans fin, parce que je me suis dit, si je veux partir sans rien sur un long voyage, c'est pas mal de se tester sur deux semaines environ. Pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, je passe le premier test. Et donc maintenant, je me sens prêt pour partir sans rien en me disant, de toute façon, si jamais je trouve pas de nourriture, je sais que je peux avancer pendant 2 semaines et que ça va bien se passer. Donc ça me met en confiance. Et donc là, l'été dernier, le 11 juin 2020, je suis prêt pour traverser toute l'Europe sans rien. Et là, la bonne surprise, c'est que je l'ai fait beaucoup plus rapidement que prévu. J'ai couru 45 km par jour, tous les jours pendant 88 jours, jusqu'à la mer Noire. Voilà. Et en me nourrissant uniquement de fruits et de légumes crus que je trouvais sur le chemin ou que des personnes me donnaient. Et pour moi, ça a vraiment été un voyage. Un voyage spirituel parce que j'ai utilisé sciemment la loi d'attraction. Et comme je le disais sur mon voyage, mon bien le plus précieux, c'est de garder ma paix intérieure. Voilà. Parce que si je sombre dans la négativité, eh bien voilà, les gens vont le ressentir, consciemment ou inconsciemment, et je ne trouverai pas l'aide escomptée et je vais attirer ce que je vis. Voilà. Donc c'est ça qui était un vrai défi là-dedans, c'était dans les moments difficiles, eh bien de rester autant positif que faire se peut et continuer d'avancer en se disant voilà, je fais confiance, je trouverai tout ce qu'il faut quand il faut, comme il faut, où il faut, pour reprendre la formule consacrée d'Irène. Et voilà, et au final tout s'est bien passé et maintenant je suis revenu avec une foi encore plus grande en la vie et une très grande confiance en moi que j'essaye de faire fructifier dans mon quotidien pour que cet état d'esprit ne soit pas cloisonné aux seules périodes où je voyage, mais imprègne intégralement mon quotidien dans les petites actions comme dans les grandes. Je savais qu'il pouvait rien m'arriver de grave, hein, donc je me suis dit allons-y. Et voilà, c'est un voyage qui me tenait tellement à cœur. Et voilà, c'est toujours difficile hein, quand on est en expédition sur le moment, mais on reçoit une telle énergie, on reçoit tellement de soutien de la part des gens qu'on rencontre, mais aussi de la part du subtil. Et jamais j'ai eu autant d'énergie de toute ma vie et comme à chaque fois dans mes voyages physiquement, c'est pas moi qui tiens le coup parce que ce que j'ai fait, j'étais pas vraiment préparé pour courir 45 km par jour. Et sans chaussures, c'est vraiment l'énergie de l'amour, l'énergie du soleil, l'énergie des plantes et voilà ce qui m'a vraiment soutenu pour que je tienne jusqu'au bout. Et j'ai vraiment une profonde gratitude, voilà, que la vie m'ait permis de vivre cette expérience qui est absolument fabuleuse. Et il y a un film qui va sortir sur ce voyage dans l'automne de Pierre Barnerias, le réalisateur de Hold Up. Et je pense que ce film va s'appeler L'Empreinte et j'espère qu'il portera bien son nom parce que il y a plein de messages dedans qui, j'espère, seront entendus. Alors, pour les papiers, donc, avant de partir, je me suis dit, c'est pas ça le plus important. Donc, je me suis dit, si jamais, à un moment ou un autre, je suis bloqué par le fait d'être bloqué à une frontière à cause de mes papiers, je finirai quand même le voyage en les prenant. Donc, j'avais prévu un plan B au cas où il y a un problème. Ensuite, je suis resté dans l'espace Schengen jusqu'en Hongrie. Donc, théoriquement, normalement, on ne devait pas m'embêter si j'ai pas mes papiers, sauf qu'en pratique, que ça soit en France, en Autriche, en Suisse et en Hongrie, on m'a demandé mes papiers et puis on n'était pas du tout content que je les ai pas. Voilà, je leur ai dit que j'étais dans l'espace Schengen, je leur ai raconté des salades, que j'avais perdu mes papiers parce que je voulais pas les provoquer. Et au final, ils ont regardé mon site internet, etc. Et c'est passé. Alors après, ça s'est compliqué pour rentrer en Serbie parce que là, la frontière, elle était gardée et je suis
j'ai contourné donc le poste frontière et sur une centaine de mètres seulement. Et après, je me suis enfilé dans la forêt et j'ai rampé dans les champs parce qu'il y avait des tours de guet. Il y avait deux voitures, une voiture de police, une voiture de l'armée, des militaires qui patrouillaient avec des chiens. Et donc, je suis passé à une centaine de mètres d'eux seulement en rampant dans les champs. C'était des champs de soja, donc c'est pas très haut le soja, donc je pouvais vraiment pas me relever la tête. Et puis après, j'ai traversé sur à peu près 5 kilomètres une forêt qui était pas du tout empruntée, parce que c'était un no man's land entre les deux pays. Et donc là, je suis passé à travers les orties, les ronces, les zones humides, les moustiques à foison parce que c'était le long du Danube. Et là, j'étais tellement tendu par une sorte de stress qu'en fait, j'ai rien senti des piqûres. Voilà, sur le moment, j'étais un peu Terminator, j'étais un robot et je fonçais, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Et par contre, le soir même, après, j'ai eu les jambes qui m'ont bien brûlé. Mais voilà, le danger était passé. Et après, j'ai remis ça. Après, c'était très tendu en Serbie parce que là-bas, ils ont un peu la manie de demander les papiers à tous les étrangers. Voilà, ils ont pas le même passé que nous. Pour eux, la période des guerres se sont arrêtées plus récemment. Donc, ils sont bien à cheval là-dessus. Et là, c'était plus difficile de compter sur l'aide de la population parce que systématiquement, ou presque, on me demandait mes papiers. Et une fois, j'ai dit la vérité que je les avais pas. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a suivi en moto pour voir quelle direction je prenais, qui, je crois, appelait la police. Et donc, ce qui fait qu'il a fallu que je me cache une nuit dans une maison abandonnée. Enfin bref, la Serbie, ça a été vraiment très, très compliqué. Et puis après, je suis passé en Roumanie. Donc là, pour passer la frontière en Roumanie, cette fois, elle n'était pas gardée parce que j'ai traversé un delta, un delta un affluent du Danube. C'était une zone marécageuse, pas très praticable, où il a fallu que je nage. Donc là, il y avait personne pour surveiller ces zones parce qu'ils s'imaginaient pas que quelqu'un passerait. Et donc après, je suis passé en Roumanie. Donc je me suis dit chic, je suis allé jusqu'en Roumanie sans papier, c'est déjà pas mal. Et là, en Roumanie, je voulais suivre une route qui longe la frontière avec la Serbie, et ça, c'était vraiment le mauvais plan, parce que toute cette route est surveillée tous les 50 kilomètres par des patrouilles. Et en fait, là, je me suis fait arrêter, on m'a demandé mes papiers. J'ai dit que je les avais perdus en Serbie et que mon voyage approchait de la fin, que j'avais plus beaucoup de temps devant moi avant de rentrer, que j'aurais perdu trop de temps à faire une réclamation. Et donc, j'ai coupé à travers champs. Donc, ils ont été beaux joueurs parce que plutôt que de s'embêter avec moi et de s'embêter avec mon cas, ils se sont dit, ah, t'as perdu tes papiers en Serbie, eh ben, on va te ramener en Serbie puis tu vas te débrouiller avec eux. Donc là, je me suis dit, bon, ok, j'arrête mon voyage sans papier, je vais le continuer avec papier. Et il se trouve qu'en Serbie, juste avant que je passe en Roumanie, il y a un copain qui était venu me filmer avec son drone, qui s'appelle Hervé, je le salue d'ailleurs. Et donc, là, il y a un grand hasard, ce qui fait que j'avais prévu ce plan B, donc je vous avais dit, hein, au cas où je puisse pas passer, je récupérais mes papiers. Donc, comme il venait me chercher, que je savais que ça allait être tendu quand même dans toute cette zone, je lui ai dit de venir avec mes papiers au cas où. Et il se trouve il m'a quitté le jour où je traversais la frontière pour aller en Roumanie. Et il se trouve par une succession de synchronicités, de hasards, qu'il a raté son train. Et puis qu'en prenant un autre billet pour prendre le suivant, le contrôleur qui lui a vendu le billet s'est trompé, lui a pas donné le suivant, mais lui a donné le dernier de la journée. Ce qui fait que quand je suis rentré en Serbie, je l'ai appelé, pensant qu'il était déjà dans son avion. Et là, heureusement, je l'ai eu au téléphone. J'ai trouvé quelqu'un dans la rue qui m'a passé son téléphone. Et parce que j'avais pas de téléphone avec moi. Et donc, c'est là où il m'a dit, ah, mais je suis pas très loin, je suis à 50 km. Donc, il est revenu vers moi en vélo et il m'a donné mes papiers et j'ai continué le voyage avec mes papiers. Voilà. Je voulais te demander aussi les fameuses 2 semaines dont tu as parlé avant de te lancer dans l'aventure le 11 juin. Ça a consisté en quoi cet essai de 2 semaines? Eh ben, c'était la marche enfin, c'est-à-dire la traversée des monts Mackenzie sans manger.
où j'ai Ah, marché 360 km le long de la Canol Trail, qui est réputé pour être le trek le plus isolé au monde. Donc, j'ai marché le trek le plus difficile au monde sans manger. Pour ça, il a fallu que je traverse une dizaine non pas une dizaine, 5 rivières à la nage, et puis plusieurs dizaines d'autres plus petites, des rivières vraiment glaciales, parce que c'est sous le cercle polaire là-bas, où il y a quelques glaciers. Et en plus, c'est des chemins qui sont pas vraiment marqués, donc c'est quasiment du hors-piste, voilà. Et donc c'est cette aventure-là qui a fait l'objet d'un documentaire, La Marche sans fin. Maintenant, ma question, Florian, toi, tu te présentes sur ton site. D'ailleurs, je vais remettre la mention de ton site internet, floriangomet.com. Sur ton site, tu te présentes comme hygiéniste et explorateur. Et je voulais te poser tout simplement la question, puisque bon, on est en pleine crise sanitaire. Bon, on comprend de mieux en mieux que ce n'est pas une crise sanitaire, c'est tout sauf une crise sanitaire, mais mais il y a plein d'autres choses. Mais quel est ton regard à toi sur cette crise sanitaire, sur cette déliquescence du système médical, sur la conception de la santé qui nous est imposée par les instances de santé publique, par les médias dominants, etc. C'est quoi ta vision des choses? Eh bien, pour faire un résumé de ma vision des choses, j'ai été stupéfait par cette succession de faits inquiétants qui sont relatés dans le film Hold Up. Ouais. Et ce qui fait que j'ai vraiment un choc de me rendre compte qu'il y a vraiment des choses inquiétantes qui se passent dans les hautes instances. Et puis inquiet aussi de voir, mais ça je suis moins surpris, de voir qu'autant de personnes dans la population n'ont pas cette capacité de discernement pour ne pas se laisser manipuler. Et en embarquant avec elle toute une frange de la population. Et j'avais du mal à organiser mes idées, à trouver un sens à tout ça, même si derrière tout ce qui se passe, évidemment, c'est le but pour l'humanité derrière tout ça, c'est de retrouver sa souveraineté, de reconnaître qu'elle est une âme incarnée, un esprit, de reconnaître l'existence du monde des esprits, et bref, redevenir, exactement comme disait Altschuler, redevenir les chamans que nous sommes. Donc pour moi, c'est le grand méchant loup dans tout ça, toutes ces multinationales, ces gouvernements, malgré leurs mauvaises actions, j'ai envie de dire, ils sont là derrière pour nous stimuler, pour nous pousser à prendre ce chemin-là de l'éveil. Mais j'avais quand même du mal à organiser toutes ces idées, à comprendre comment tout cela avait pu se mettre en place. Et je suis en train de lire en ce moment un très beau livre écrit par Philippe Guillemant, qui est un physicien du CNRS, son dernier livre, c'est Le grand virage de l'humanité. Et Philippe, c'est quelqu'un que je connais depuis 1 an et demi environ, et qui m'a aidé dans mon voyage Eurotopia, la traversée de l'Europe, parce qu'il y a un moment à cause de tout ce qui se passait dans le monde, notamment la fermeture des frontières. J'ai failli annuler mon voyage, c'était au moment du premier confinement, parce que je me disais, je devrais peut-être plus essayer de sauver ma peau que de partir à l'aventure. Et puis, j'en étais là dans ces réflexions, je me disais peut-être que tu devrais arrêter ce voyage-là. Voilà, parce que là, on rentre dans une autre ère. Et puis, le jour où finalement, je me dis, je vais arrêter et je vais renoncer, là, il y a à peu près 6 personnes qui, en l'espace de 24 heures, me contactent pour me dire, alors, t'en es où dans tes projets de voyage? Alors là, je leur fais part de mon hésitation, et toutes ces personnes-là me disent, même celles que j'aurais pu croire a priori sceptiques, me disent, non, au contraire, c'est le meilleur moment pour faire ça, parce qu'on a besoin de personnes qui fassent ce genre de choses. Et donc là, j'ai tout de suite eu le tilt de faire le lien avec une théorie de Philippe Guillemant par rapport aux synchronicités. Donc cette théorie qu'il développe, il n'est pas le seul physicien de la planète à l'avoir développée. Et cette théorie prétend que le passé, le présent et le futur existent en permanence, simultanément.
Et c'est que nous, dans notre incarnation, qu'on vit le temps d'une manière différente. Mais le futur existe déjà, et ce futur, il attire le présent à lui par le biais des synchronicités. Donc, quand j'ai vu que ces 6 personnes-là m'avaient contacté en l'espace de 24 heures suite à un changement de décision de ma part, j'ai compris que c'était des synchronicités, que dans le futur, mon voyage était déjà réalisé. Donc, je suis parti vraiment la fleur au bout du fusil parce que je me suis dit, c'est bon, voilà, j'ai compris. Wow. Donc, pour ça, j'étais reconnaissant des travaux de vulgarisation de Philippe Guillemant. Et au retour de mon voyage, comme de par hasard, j'ai un ami commun avec lui qui m'a invité à passer un week-end avec Philippe. Et ce qui fait que j'ai pu le rencontrer et que mes expériences de synchronicité au cours de mes voyages font l'objet d'un chapitre de son livre. Voilà. Wow. Donc voilà comment j'ai été amené un petit peu à connaître toutes ces théories. Et une autre des théories de Philippe Guillemant dans l'interprétation des événements actuels que l'on vit, c'est qu'en fait, ça fait environ 3 siècles que les philosophes, l'humanité en général, considèrent que le corps humain est une machine biologique et que la notion d'âme a été mise au fond d'un placard. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand donc cette théorie avec Philippe Guillemant, hein, elle prétend aussi que la conscience, les pensées sont capables d'influencer sur le futur. Voilà, si on imagine son futur de telle manière, eh bien, on va contribuer à l'apparition de ce futur-là. Et puis, si on est des millions, voire des milliards de personnes à avoir les mêmes pensées, eh bien, évidemment que ça va être beaucoup plus fort pour créer un futur. Voilà. Et donc, comme ça fait 3 siècles que l'humanité pense qu'on est une machine biologique, forcément, c'est créer un futur dans lequel on serait comme des robots. Voilà. Et donc, c'est pour ça, selon cette théorie, que tout ce qui se produit, toutes ces décisions absurdes des gouvernements, on se dit, mais comment c'est possible? Mais c'est possible parce que ça fait 3 siècles qu'on prépare le terrain et qu'on s'est créé ce futur-là. Et ce futur-là, bah, il fait ce qu'il faut pour advenir. Sauf que si jamais tout était vraiment calculé, donc ça c'est la théorie de Philippe qui, moi, m'a séduit, alors qu'a priori, en ouvrant son livre, j'étais pas vraiment là-dedans, j'étais plutôt indécis. Si vraiment tout était manigancé, etc., ils pourraient pas faire ils pourraient pas agir de manière aussi absurde qu'ils le font maintenant parce qu'ils font tout pour se discréditer. Et donc ils pourraient faire la même chose, mais de manière beaucoup plus intelligente. Ils en sont capables, si jamais ils sont capables de faire tout ce qu'on les suppose responsables. Et donc l'autre théorie de Philippe, c'est qu'en fait, il s'est passé suffisamment de choses pour qu'on ait modifié notre futur et qu'on arrive et qu'on se soit créé un futur qu'il appelle le futé lumineux, où voilà, c'est le monde qu'on veut voir advenir, où on mange en conscience, où on prend soin de la planète, où on est conscient, on est dans le cœur et l'humanité vit en paix. Voilà. Et donc pour lui, le coronavirus, en fait, c'est une synchronicité de ce futé lumineux qui fait que les plans de tous ceux qui voudraient qu'on vive comme des machines ont foiré, littéralement. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, voilà, parce que ce qui fait que les choses se déroulent comme elles se déroulent, c'est justement pas calculé, parce que si ça avait été vraiment calculé, ils auraient fait les choses de manière plus intelligente. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il y ait des conflits d'intérêts, qu'il y ait des volontés de manipulation, de la corruption, etc., etc. Je ne remets pas du tout ça en cause. Voilà. Mais pour moi, maintenant, depuis que j'ai lu ce livre, je considère qu'il n'y a plus vraiment de plan parce que ça a foiré. Voilà. Ça leur a échappé. Et ça, c'est plutôt très bon signe. Et donc maintenant, notre boulot, individuellement et collectivement, voilà, c'est de penser, voilà, d'émettre, de visualiser ce futur que l'on veut et ce futur que l'on ne veut plus, ce futur, comme appelle ça Philippe, voilà, le laisser de côté et l'ignorer dans une certaine mesure parce qu'on est obligé de composer avec, mais voilà, y penser le moins possible pour vraiment imaginer ce que l'on veut. J'ai aussi utilisé des plantes chamaniques et ça fait environ 2 ans que je les connais et ça m'a beaucoup aidé dans mes derniers voyages, voilà, parce que on réalise vraiment le pouvoir qui est le nôtre et puis que surtout il y a des choses beaucoup plus grandes que nous qui nous dirigent avec bienveillance
quand on est capable d'écouter ces messages-là et quand on est dans la confiance aussi par rapport aux messages qu'on reçoit. Et voilà, c'était juste la parenthèse par rapport à ça. Et sinon, par rapport à ce que j'ai retiré de mon voyage au Pérou, donc là-bas, c'était vraiment pour apprendre un autre type de purge. Donc, moi, ce que j'ai retiré de ce voyage, c'est que déjà, j'aurais à y retourner et plus longtemps, ce qui est prévu pour l'année prochaine, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre là-bas. Ils ont tellement de connaissances. Autant aller à la source plutôt que de rester avec nos mœurs occidentales et nos pensées occidentales. Voilà, autant aller là où le savoir est resté vraiment transcendantal. Et sinon, ce que j'ai ramené de manière plus concrète, j'ai envie de dire, bah voilà, c'est un savoir-faire, c'est utiliser cette purge qui est vraiment complémentaire de celles qui sont proposées par Irène. Irène propose les purges salines et la purge huileuse, la purge à l'huile de ricin. Donc des purges, en fait, il en existe beaucoup plus que les quelques-unes qu'on vient juste de citer à l'instant. Après, voilà, on est dans une période où on les redécouvre, donc on fait avec celles qu'on maîtrise pour l'instant, mais il y en a d'autres et justement je suis allé au Pérou pour aller en découvrir une qui est utilisée là-bas par une poignée de peuples depuis environ 2 siècles, une poignée de tribus, et ils se soignent exclusivement avec ça, c'est-à-dire que quand ils sont malades, ils utilisent le kambo, ils purgent, et si c'est pas guéri, bah ils repurgent derrière jusqu'à ce que ça soit parti, et ça marche très bien comme ça. Ils n'ont pas de problème de santé particulier quand ils vivent en forêt et qu'ils purgent avec le kambo. Voilà. Donc c'est exactement comme on fait maintenant en France avec l'alimentation vivante, le jeûne et les purges. Sauf que cette purge-là, elle est vraiment intéressante parce qu'elle elle fait sortir à la fois les acides, les cols, et en même temps elle nettoie le foie. Donc en fait, elle est vraiment très efficace, et en plus elle agit en l'espace de 20 minutes seulement, ce qui fait c'est vraiment très très puissant. Par contre, comme tous les outils quand ils sont puissants, ils demandent des savoir-faire, et donc on apprend à les utiliser. On peut pas le faire seul. Voilà, c'est presque un métier, j'ai envie de dire, de l'utiliser, et donc cette purge-là, je vais l'utiliser maintenant régulièrement sur moi en tout cas, pour mieux comprendre comment elle fonctionne. D'après le formateur que j'ai eu là-bas, qui l'a appliqué sur des milliers de personnes, il a constaté un effet très puissant, très efficace sur tous les problèmes psychologiques, dépression, addiction. Et donc elle est vraiment très efficace par rapport à ça. Et puis, comme je le disais, voilà, elle purge tous les types de poisons en même temps. Et voilà, il me reste à découvrir vraiment comment est-ce que je peux l'utiliser de la manière la plus intelligente et la manière la plus efficace qui soit. Et puis, ma foi, dans quelques mois ou dans 1 an ou plus, voilà, j'en saurai davantage par rapport à ça. Là, je suis dans un stade expérimental par rapport à ça. En tout cas, je l'ai essayé sur moi 11 fois en l'espace de 3 semaines. Et je suis revenu vraiment en excellente forme. Et ce que j'aime bien avec cette purge, comme toutes les autres purges, elles rendent vraiment l'esprit très clair, très lucide. Mais celle-ci, franchement, c'est un niveau au-dessus par rapport à la clarté du mental après. Et c'est un petit peu comme quand on a pris des plantes chamaniques et qu'on arrive sur la fin, qu'on commence de redescendre doucement. On a vraiment un état de joie et de grande clarté mentale en général. Et bien c'est ça qu'on retrouve après avoir pris du kambo. Voilà. Donc c'est vraiment une purge très puissante, et voilà, j'espère que je vais pouvoir l'utiliser de manière la plus intelligente qui soit autour de moi. J'ai encore une petite question justement par rapport à Irène Grosjean. À quelle occasion tu l'as rencontrée ou tu as été inspirée par ses travaux? Est-ce que c'est avec la vidéo La vie en abondance comme moi en 2015, ou est-ce que tu la connaissais avant? Alors, je l'ai rencontrée, j'ai eu connaissance de son travail en 2018 suite à la marche enfin, ce voyage, ce documentaire réalisé par Damien Artero.
qui connaissait très bien Irène, et c'est lui qui m'a fait découvrir finalement par son intermédiaire tout le monde de l'alimentation vivante. Parce que à ce moment-là, j'étais dans une période difficile où je sortais d'une dépression qui a duré pendant des années et des années, où j'ai vécu chez moi en solitaire, sans Internet, etc. Donc j'ai vraiment avancé mes premiers pas sur l'hygiénisme et l'alimentation vivante. C'était vraiment solitaire, je n'avais aucune idée de ce qui se faisait autour de moi. Ce qui, par un certain côté, est pas plus mal des fois quand on découvre les choses de par soi-même, et puis qu'après qu'on découvre les spécialistes du domaine, parce qu'on y va en étant déjà convaincu. Alors que quand c'est le contraire, des fois, voilà, on peut un peu tergiverser. Mais là, j'avais vécu le truc, donc j'ai tout de suite saisi la pertinence de son discours. Et puis après, comme je venais en plus avec cette performance et ce documentaire, les portes de l'hygiénisme en France m'ont été grandes ouvertes. Et c'est ainsi que voilà, j'ai découvert les purges, qui a été l'outil qui me manquait et qui a révolutionné vraiment ma vie, j'ai envie de dire. C'est Philippe Guillemot, dans son livre, il a trouvé un très bel anagramme qui est pour transhumanisme. L'anagramme, c'est terminus chaman. Bravo. Intéressant. Oui, je confirme ce que disait tout à l'heure Tal Scheller, c'est qu'effectivement, toute la pollution électromagnétique nous affaiblit, pollue notre corps. Mais quand on fait ce qu'il faut pour être en bonne santé, pour avoir un bon système immunitaire, ça veut dire manger végétal vivant, varié, ça veut dire faire de l'activité physique, respirer en conscience, utiliser les purges. À ce moment-là, cette forme de pollution, bien sûr qu'elle vous atteindra, mais elle vous rendra pas vraiment malade. Vous allez traverser ça sans aucun problème. Il faut avoir à l'esprit que l'être humain, il est extrêmement solide. Ouais. Si aujourd'hui il y a autant de personnes qui tombent malades, c'est parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour être malade. Alors, si vous faites tout ce qu'il faut pour aller bien, la pollution contre laquelle vous ne pouvez rien, celle de l'air, de l'eau, les ondes, etc., vous allez vous en moquer littéralement. Et je rejoins là Jean-Jacques, les plantes sont là véritablement pour nous aider. D'ailleurs, dans la terre elle-même, par le biais des plantes, elle recycle tout. Il leur faut un certain temps, mais elle recycle toute la pollution. Elle met la pollution sous des formes qui ne sont plus assimilables pour l'humain et pour les autres animaux. Donc, les plantes, les arbres peuvent véritablement tout sur notre planète, et nous devons, je crois, nous rapprocher d'elles. Voilà. L'arbre, pour moi, c'est vraiment un maître à suivre, parce qu'il passe toute sa vie à croître, il s'enracine, il s'ancre, et il va chercher la lumière. Voilà. On pourrait presque dire qu'il n'a pas de libre arbitre, parce que toute son énergie, il la met pour aller chercher la lumière. Voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment le modèle ultime. Et en plus, ils peuvent tout sur notre planète, ils peuvent rafraîchir notre climat, ils amènent la pluie. Ils produisent des centaines de molécules différentes qui favorisent le bien-être. Ils enrichissent les sols, ils retiennent l'eau. Enfin bref, la liste des bienfaits des arbres est longue. Et pour moi, ce sont véritablement des dieux vivants. Voilà. Je voulais revenir sur la peur. C'est bien ça, c'est ça qu'on voit surtout dans les commentaires. Comment est-ce qu'on va faire s'ils nous obligent à faire ceci, à faire cela? Je parlais tout à l'heure du futé lumineux de Philippe Guillemot dans son livre. Et moi, je suis convaincu, voilà, qu'on se dirige vers ce futé lumineux, et ce qui veut dire que en fait, on aura toujours le choix. Et c'est souvent comme ça. Quand je me souviens, quand j'étais en Norvège, j'avançais dans la vallée, et devant moi, à chaque fois, il y avait des montagnes, et on avait l'impression que jamais je pourrais passer. En apparence, il y avait un mur devant moi, et j'étais bloqué. Pourtant, je continuais d'avancer, je savais qu'il y avait un chemin. Et à chaque fois, on passe à gauche, on passe à droite. La vallée se découvre au fur et à mesure qu'on avance. Et voilà, et c'est ce qui nous attend. On a l'impression que devant nous, il y a un mur, mais si jamais on est bien aligné avec le choix, qu'on agira en fonction de notre conscience et qu'on utilisera notre libre arbitre pour être aligné avec notre conscience, c'est-à-dire refuser le vaccin si jamais on a compris que c'était pas bon pour nous, à ce moment-là, l'univers nous présentera une solution le moment venu. Voilà.
ne pas s'inquiéter, d'une part parce que ça sert à rien et parce que c'est en s'inquiétant qu'on nourrit le futur qu'on ne veut pas. Voilà. Depuis environ 8 mois maintenant, mon travail c'est devenu éducateur de santé et j'organise principalement des stages sur l'hygiénisme pour aider les personnes à changer d'alimentation, changer d'habitude de vie pour ne plus être malade, ne plus avoir peur des maladies. Donc les 2 prochains stages commencent bientôt début juillet à Kaysersberg dans une galerie d'art. Donc toutes les informations sur mes stages sont sur le site floriangommet.com. Et puis fin août, j'organise avec Florence Motin, ma partenaire, la fête du vivant. Ça va être une première édition, ça aura lieu dans la Chartreuse, avec une centaine de personnes. Et l'idée de cette fête du vivant, en fait, c'est de réunir les principaux acteurs de l'hygiénisme en France. Il y aura notamment Eric et Aurélie Viard, Damien Artero et Sarah Juaz, Thomas Defranou, peut-être Irène Grosjean. Et donc l'idée, voilà, c'est de créer des connexions entre les gens pour que ceux qui veulent changer d'hygiène de vie ne se retrouvent pas seuls, isolés en ayant l'impression qu'elles sont seules au monde. Voilà, créer des contacts, créer des vocations et puis qu'on se sente soutenus les uns les autres. Donc ça aura lieu du 27 au 30 août 2021 en Chartreuse. Ce n'est pas accessible sur mon site internet parce qu'on a mis ça récemment à jour et ça fait pas longtemps que je suis rentré en France. Donc vous pouvez trouver toutes les informations sur la fête du vivant sur le site de Florence qui est rawflo.com, rawflo.com. Voilà. Et ensuite, prochain événement après, début septembre, ça va être, donc, comme on a dit tout à l'heure, la traversée de la Corse avec Myriam et Jackie Boisset, d'autres copains qui seront là avec au projet un film. Et puis, ma prochaine grande aventure, j'ai plus ou moins mis un terme, en tout cas, ma carrière d'aventurier entre parenthèses. Et là, ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire, et en même temps, je profite de cette vidéo pour lancer un appel, c'est de mettre au point une grande expérience scientifique pour tester le système immunitaire des personnes qui mangent vivant, qui pratiquent l'hygiénisme et qui purgent, pour montrer jusqu'à quel point on devient résistant aux maladies. Voilà. Bien, très bien. Là, ça me tient vraiment à cœur de mettre ça en place. C'est quelque chose que je visualise beaucoup et que j'ai vraiment à cœur de mettre au point. Je vous remercie, comme d'habitude, d'être toujours présent. Les piliers de l'émission Jean-Jacques Ettal. Merci à Florian de nous avoir accompagnés pour cette émission que j'ai trouvée vraiment, vraiment très riche. Merci pour votre invitation. Merci. Merci à toi et je vous dis donc à la semaine prochaine et passez une très belle semaine, plein d'amour, plein de courage et de force pour vous et à tout bientôt.